Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bonjour et bienvenue dans Z sur 7. Nous sommes le dimanche 30 mars et voici un nouvel épisode en compagnie de l'invité du Trends Talk. Aujourd'hui, Olivier Mouton accueille Bernard Gustin, le CEO d'Elia Group. Ce dernier est entré en fonction le 15 janvier 2025, succédant à Chris Peeters. Le groupe s'impose comme un acteur majeur de la transition énergétique en Belgique en tant que gestionnaire du réseau de transport électrique à haute tension. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est électrifier, investir dans l'infrastructure pour ne plus être dépendant de la volatilité des énergies fossiles. À une époque où l'enjeu climatique est central, électrifier massivement la société semble plus que jamais primordial. Cette volonté passe nécessairement par énormément d'investissements. Elia Group se positionne au cœur de ce processus, comme nous l'expose Bernard Gustin. Z sur 7, l'invité du Trends Talk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui a fait son actualité. Vous avez raison, l'électrification est au cœur de nos enjeux. Donc juste pour donner une idée, Elia a fait un blueprint pour la Belgique, pour voir quels étaient les besoins en énergie d'ici à 2050. Alors la première bonne nouvelle, c'est qu'on consommera moins d'énergie dans le futur en 2050 par rapport à aujourd'hui, à peu près 25% de moins. Mais par contre, ça veut dire beaucoup plus d'électricité, donc qui va remplacer les énergies fossiles. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour deux choses. La première, d'un point de vue environnemental, puisque lorsqu'on est vers du renouvelable ou du nucléaire, on est dans du décarboné et on sait le problème climatique que vous venez d'évoquer. Mais à côté de ça, il y a une nouvelle tendance qui devient de plus en plus importante, c'est notre indépendance énergétique et les considérations géopolitiques. Est-ce que l'on veut continuer à être dépendant des énergies fossiles, le pétrole, le gaz, dont d'abord la variabilité des prix est très très importante. La crise en Ukraine l'a démontré. Oui. A montré que l'énergie est aussi quelque part une arme. Et si je prends par exemple une facture d'électricité, rappelez-vous, en 23, quand les prix ont augmenté ou ont flambé, dans une facture d'électricité, vous avez à peu près 60% qui est lié aux fournitures et donc principalement influencé par l'évolution des prix du gaz, du pétrole. Vous avez à peu près 10% qui est le transport. Et en fait, quand les prix flambent, c'est 60% de votre facture qui augmente et je pense que ce qu'il faut faire, c'est électrifier, investir dans l'infrastructure, investir sans doute faire augmenter cette partie de transport, mais qui dans le futur, une fois que les investissements seront faits, sera beaucoup plus stable pour ne plus être dépendant de la volatilité des énergies fossiles. Alors Bernard Gustin, vous êtes là depuis une petite centaine de jours. Vous n'êtes pas encore à vos 100 jours, vous êtes entré en fonction le 15 janvier, je ne me trompe pas. Vous étiez déjà là, vu que vous étiez président du conseil d'administration. Voilà, 7 ans et demi et 100 jours. Voilà, vous connaissez bien la maison, Ouais. C'est pas comme si vous découvriez les choses. Mais malgré tout, dans cette période, il y a des décisions importantes qui doivent être prises. La première, c'est qu'il y a un plan d'investissement qui est quand même massif pour Elia. On parle de plus de 30 milliards, si je ne me trompe, à l'horizon 2030. Est-ce que ça, c'est déjà un gros enjeu pour vous? Alors, c'est un gros enjeu. Nous avons la chance d'être dans deux pays, la Belgique et l'Allemagne, qui ont clairement décidé de faire une transition énergétique. Cette transition énergétique, comme je viens de l'expliquer, est importante pour des facteurs écologiques, mais aussi des facteurs stratégiques, et aussi éviter que notre facture d'énergie varie trop à l'avenir à cause des prix du pétrole et du gaz. Avec l'accès à deux mers, ce qui est quand même très important. Ouais. Et donc, justement, aujourd'hui, pour arriver à cet état, il faut investir dans notre infrastructure. Alors, nous avons un plan d'investissement qui a été décidé par les deux gouvernements et que nous devons mettre en œuvre, qui est de 30 milliards sur les 5 prochaines années. Et ça veut dire à peu près 10 milliards en Belgique et 20 milliards en Allemagne. Alors, c'est assez logique que le plan d'investissement soit plus important en Allemagne, parce que d'abord, il y a une volonté très claire d'aller de l'avant sur la transition énergétique et il n'y aura plus de nucléaire en Allemagne. Deuxièmement, c'est un territoire qui est plus grand. Et puis, si j'essaye, parfois, il faut avoir des images assez simples. En Allemagne, vous avez l'Inde
l'industrie au sud, la mer au nord, et nous devons connecter, transporter l'énergie du nord vers le sud. Comme en Belgique, nous devrons la transporter de la mer du Nord vers le pays, mais aussi la faire passer des frontières. Et ça, c'est le rôle d'Elia. Le rôle d'Elia, c'est de transporter l'électricité à travers les frontières, de la mer vers l'industrie, et de s'assurer qu'il y ait de l'électricité. Oui, avec une interconnexion qui sera plus importante que jamais, en fait, oui. Et qu'on ait de l'électricité aujourd'hui, demain, mais aussi après-demain. Et si on veut l'avoir après-demain, il faut commencer à investir dès aujourd'hui. Ça veut dire aussi, quand on parle de ça, on parle d'une électrification massive. Alors il y a l'industrie, il y a les besoins des particuliers qui vont exploser avec les voitures électriques, oui. Les pompes à chaleur, etc. Ça veut dire que quelque part, clairement, notre réseau aujourd'hui, il ne peut pas supporter tout ça. Donc c'est ça l'enjeu majeur de ce que vous êtes en train de faire. Alors nos calculs, et il peut y avoir d'autres analyses, mais les tendances sont partout les mêmes, c'est qu'on va avoir à peu près un doublement des besoins d'électricité d'ici à 2050. Alors, il y a deux facteurs. D'abord, il va y avoir plus d'électricité, donc il faut renforcer le réseau, mais aussi les chemins qui vont être parcourus sont différents, puisque, si je résume, la Belgique, dans le temps, s'était reliée d'Oul et Tihange au reste de la Belgique. Si on décide qu'il y a moins d'énergie nucléaire, même s'il y en a encore, il y en a moins, que la mer va devoir jouer un plus grand rôle et que l'on va également faire des interconnexions, c'est-à-dire faire passer les frontières, il faut qu'on puisse revoir nos réseaux en quantité, en robustesse, mais aussi sur les chemins qui doivent être parcourus. Et donc ça, c'est l'investissement qu'on est en train de mettre en œuvre, que ce soit en Belgique ou en Allemagne. Alors justement, en parlant d'investissement, il faut trouver l'argent. Si je ne m'abuse, parmi les chantiers de votre début de CEO, il y a celui-là qui est de partir à la recherche de ces montants. Vous avez annoncé une première levée de fonds de 850 millions il y a 2 semaines, je crois. Vous avez dit auprès d'investisseurs privés de premier rang, vous avez dit vous étiez assez heureux. Vous parliez de la Champions League. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Elia passe à une autre dimension? Comme vous le savez, le cours de bourse d'Elia a un peu souffert en début d'année, et donc il était très important que nous puissions montrer au marché que nous étions capables de financer ces investissements très importants. Et pour pouvoir financer ces 30 milliards d'euros, il y a une partie dette, mais là on est occupé avec ça, mais il y avait une partie aussi levée de capitaux auprès d'actionnaires, et nous devons sur la période entre maintenant et 2028 lever 4,4 milliards d'euros, et il fallait du coup à court terme pouvoir déjà lever 2,2 milliards d'euros. Alors bon, ça c'est bien, mais il faut avoir des investisseurs qui ont confiance en vous, et donc nous l'avons fait d'une manière un peu originale, puisque nous avons eu d'abord ce placement privé, c'est-à-dire avant de faire appel au marché, nous avons eu un placement privé avec 4 investisseurs, et je vais expliquer de qui il s'agit. D'abord, en premier lieu, notre investisseur de référence, qui est le groupe Publité, qui est donc un holding communal belge. Et qui représente les pouvoirs locaux. Qui représente les pouvoirs locaux. Mais c'est très important qu'il soit là, parce que d'abord, ça donne confiance aux autres investisseurs de se dire qu'il y a un actionnaire stable qui est prêt à rester. C'est un ancrage belge. Ancrage belge, très important aussi. Et surtout, Publité est en train de se transformer, parce que, je dois dire, dans le passé, ils nous ont toujours soutenus, mais on peut se demander si les communes belges avaient vocation à continuer à nous soutenir seuls à l'avenir. Et là, Publité a décidé de se renforcer pour pouvoir continuer à nous soutenir en faisant entrer dans son capital d'un côté Fluxys, et c'est pas plus mal aussi d'avoir des gens qui connaissent l'énergie, et de l'autre la SFPI, qui est le Fonds souverain belge, et qui donc vont pouvoir assurer cette continuité. Ancrage belge, là encore. Donc ça, important. À côté de ça, nous avons 3 investisseurs de premier ordre qui non seulement sont vraiment des investisseurs reconnus mondialement, il s'agit de BlackRock, un investisseur américain, CPP des Canadiens et Atlas de Future Fund des Australiens, qui sont vraiment des gens très importants sur le marché des investissements, qui ont une grande expérience en infrastructure et qui surtout ont décidé d'investir au cours
donc au prix du cours le jour où nous avons lancé l'opération. Et ça, c'est très important parce qu'ils montrent par ce fait qu'ils ont confiance dans la stratégie, ils n'ont pas demandé de réduction, ils ont confiance dans la stratégie et donc ils ont donné un signal très clair que malgré le fait que le cours de bourse d'Elia avait souffert, les fondamentaux sont forts et qu'ils croient à la stratégie. Et donc avoir votre actionnaire de référence et 3 nouveaux actionnaires de premier ordre dont vous allez pouvoir profiter du réseau, des capacités qu'ils ont, qui disent « nous croyons en Elia et nous voulons investir », c'est important. De plus, maintenant, actuellement, aujourd'hui, nous lançons l'augmentation de capital qui suit derrière pour 1,3 milliard d'euros et ils ont également pris l'engagement de souscrire à cette augmentation de capital. Ça veut dire que sur les 2,2 milliards d'euros que nous devons trouver, 55% est déjà garanti. Et donc maintenant, nous lançons cette deuxième opération avec un prix qui correspond à peu près au prix auquel ont payé les investisseurs du placement privé lorsque nous l'avons annoncé le 7 mars. Avec donc un cap clair et quelque part la certitude, on ne l'a jamais, mais en tout cas des fondamentaux mis en place pour que ça suive derrière. Nous venons avec un plan qui assure que nous ne devons pas retourner sur le marché dans un futur proche, ce qui est aussi important parce que sinon les investisseurs se diraient pourquoi est-ce que je vais maintenant acheter des actions Elia ? De toute façon, ils vont me redemander et me diluer dans quelques mois ou dans quelques années. Ici, sur la période, nous avons un plan qui nous permet de nous financer. On a d'ailleurs vu que le marché a réagi positivement puisqu'il a compris ce message, il a compris que les fondamentaux d'Elia étaient forts et que nous n'allions pas devoir retourner sur le marché dans un avenir proche et que nous avions un plan pour financer toute la période qui est prévue. Alors concrètement pour nos téléspectateurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va construire des grands réseaux un peu partout en Belgique, pour prendre le cas de la Belgique. Il y a déjà des chantiers dont on parle depuis un certain temps. C'est Belgique, ça qui va être accéléré ? Alors, ça ne va pas être accéléré, ça va être réalisé, mais ce sont les chantiers dont on parle principalement. Donc, un renforcement général du réseau, les 2 grands chantiers qui sont Ventilus et Boucle du Hainaut, qui sont très importants pour pouvoir amener l'énergie renouvelable de la mer vers l'intérieur du pays. Et aussi, vous savez, au Hainaut, qu'il y a une vraie stratégie en termes de data center avec l'arrivée de Google, qui sont des groupes qui demandent énormément d'énergie. Et donc là, ces 2 investissements pour lesquels nous devons vraiment faire attention à tenir compte de tous les intérêts, mais sont malgré tout essentiels pour pouvoir... Vous dites ça parce qu'on dit souvent le phénomène NIMBY, comme on dit, il y a forcément des inquiétudes par rapport à ça. Qui sont légitimes, mais on doit aussi se poser la question de ce qu'on veut en termes de transition énergétique. Je vous le dis, nous, on doit pouvoir s'assurer que dans 5-10 ans, il y ait l'énergie nécessaire. Je ne veux pas que l'on puisse dire que des groupes quittent la Belgique parce qu'ils ne peuvent pas être connectés. Nous avons eu le cas aux Pays-Bas, où les investissements n'ont pas été suffisamment réalisés dans le passé. Et aujourd'hui, dans certaines régions, des industries veulent s'établir et ne peuvent pas parce qu'elles ne peuvent pas être connectées. En Belgique, la situation peut vite devenir tendue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des permis qui vont devoir être accélérés ? Non, ça veut dire qu'il faut aussi, ça prend du temps de construire. Bien sûr, même si on accélère les permis, il faut construire et planifier. Vous savez aussi la tension qu'il y a sur le marché des fournisseurs, donc on ne trouve on n'est pas les seuls à électrifier massivement. Donc il faut pouvoir bien planifier, et là, ces 2 projets doivent être réalisés parce qu'ils sont importants pour justement amener le renouvelable de la mer à l'intérieur du pays et pour pouvoir permettre le développement d'activités comme celle de Google au Hainaut. Il y a la fameuse île Princesse Elisabeth. J'allais en parler. Alors voilà, donc il y a naturellement la partie qui a été décidée, qui est l'île et la composante courant alternatif, qui va permettre de relier les premiers parcs offshore vers le pays, qui sont importants aussi pour la transition énergétique. Mais une de vos décisions, quand vous êtes arrivé, c'était quand même de remettre un peu le chantier. Vous parliez du cours de bourse qui a souffert, il y avait notamment ça, c'est le dérapage, si on peut parler de dérapage, du prix de cette île, qui était salué grandement quand elle a été annoncée, et puis on a vu que le prix passait, je crois on a parlé d'une augmentation de 2,2 milliards à 7 milliards, vous me dites si je me trompe, mais... 3,5 à 7. Voilà, pardon. Mais donc ça veut dire qu'il y a eu, c'était une de vos décisions aussi au niveau groupe avec
le CEO belge, évidemment, Oui. également, c'était de pouvoir remettre ça sur les rails, quoi. Oui, je pense que c'était important. Et là, on a pris nos responsabilités. Hein. Ça aurait été assez facile de dire il faut continuer. Ça a été décidé par le gouvernement et il faut continuer à faire. Mais je pense que ce n'était pas raisonnable. Alors, nous n'avons pas un pouvoir de décision. Hein. C'est le gouvernement qui décide. Mais nous avons quand même émis la recommandation. Là, vous avez l'expertise, voilà. Évidemment. Et quand on voyait, je dirais, 3 sujets. Le premier, on parle bien de la composante courant continu. Hein. Donc l'île, elle aura bien lieu avec la composante courant alternatif. Elle sera présente avec des budgets qui sont sous contrôle. On a eu des effets d'inflation et autres, mais ce n'est pas cette partie-là qui faisait les augmentations dont on a parlé. Par contre, sur la partie courant continu, dont je dois dire est technologiquement une première. Ça veut dire aussi qu'on peut en être fier, mais que parfois on entre dans un monde plus inconnu en termes d'évolution de budget. Mais les 3 raisons pour lesquelles nous avons recommandé de mettre le projet en pause, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, mais c'est qu'on est quand même dans une situation où on voyait que les fournisseurs, les prix des fournisseurs, hein, on a une augmentation de 4 milliards d'euros qui n'aura pas lieu puisqu'on a mis en pause. Hein, donc on parle quand même de... Il ne faut pas s'inquiéter trop vite, on ne parle pas de budget réalisé, on parle de coûts qui auraient pu se passer, mais on voyait que sur ces 4 milliards, il y avait 2 milliards qui étaient dus à des augmentations de prix de fournisseurs. Naturellement, tout le monde fait la même chose et on a sur la partie courant continu 3 fournisseurs quasiment au monde qui sont capables de faire ce genre de choses. Donc on entrait à un moment où le marché était extrêmement saturé. Oui. Donc est-ce raisonnable de rentrer à ce moment-là? Nous nous sommes dit il faut peut-être mieux à prendre un peu de recul, voir comment d'autres projets vont évoluer. Si d'autres projets commencent à être ralentis et autres, il va peut-être y avoir moins de pression au niveau des fournisseurs. Deuxièmement, à l'époque, nous étions dans un monde où il y avait un gouvernement en affaires courantes et un gouvernement en devenir. Ce n'est pas raisonnable. C'est un partenariat qu'on doit faire avec le gouvernement, avec la CREG, Elia et d'autres pour pouvoir choisir la meilleure option. C'est pas évident à faire. Et donc, il était important qu'on puisse parler avec un gouvernement de plein exercice. C'est le cas maintenant. Et d'ailleurs, le ministre Billet planche à fond sur le sujet. Et puis, troisièmement, nous avions quand même des alternatives. Alors, ces alternatives ne sont pas parfaites, mais elles permettent de développer les mêmes capacités en termes d'énergie pour la Belgique, à un prix moindre, mais avec certains risques, notamment en termes de permis, en termes de régime régulatoire, hein, parce que si elles étaient parfaites, on les aurait tout de suite choisies, mais ça nous permet aussi de les peaufiner et de les mettre en concurrence avec le plan principal. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, il faut prendre un peu son temps. Et on a vu tout de suite d'ailleurs que ça a soulagé le système. Alors, il y a eu beaucoup d'analyses sur est-ce que les coûts étaient plus élevés, moins élevés. Je me permets de relativiser, ce sont quand même des coûts qui pour l'instant n'auront pas lieu puisqu'on n'a pas décidé de les engager. Est-ce que ça veut dire que par rapport à tout ce chantier énorme que vous avez devant vous, que le contexte effectivement de la concurrence internationale, des fournitures, de contexte géopolitique malgré tout, hein, qui est, on le sait, extrêmement mouvementé pour le moment avec les barrières tarifaires et j'en passe et des meilleurs. Est-ce que tout ça, ça veut dire qu'il va falloir ajuster en permanence ? Alors c'est clair qu'on est dans un monde où Elia n'est pas le seul à mener ce genre de projet et la Belgique et l'Allemagne ne sont pas les seuls à avoir ce genre de projet. Vous avez entendu certains autres TSO, hein, je prends le cas de TNET aux Pays-Bas et en Allemagne qui annoncent sur 10 ans, donc pas comparable avec nous, hein, mais un plan d'investissement de 200 milliards. Et donc cela veut dire qu'il va falloir quand même être assez proactif, se coordonner. Vous savez, quand moi j'étais jeune consultant il y a quelques années et que je travaillais pour le GRT Transport d'Electrabel, ou même il y a 5-6 ans, le rythme d'investissement d'Elia, c'était à peu près en dessous du milliard. En 2024, nous avons investi quasiment 5 milliards, hein, parce que le plan il a déjà commencé depuis un an. Nous avons recruté l'année passée quasiment 800 personnes. Donc c'est un vrai défi de pouvoir, hein, parce qu'on parle de l'argent est un défi, mais l'aspect ressources humaines est un vrai défi. Quand on va chez Elia, on voit vraiment toute une population de jeunes ingénieurs, jeunes techniciens qui rejoignent, et nous sommes un des employeurs les plus importants maintenant en Belgique. En termes de croissance, 770 personnes l'année passée sur la Belgique et l'Allemagne. Cette année, ce sera la même chose. En termes de fournisseurs, on a parlé de l'île Princesse Elisabeth, mais
la bonne nouvelle, c'est que quasiment 60% de nos fournisseurs ou de nos commandes sont assurés sur le plan d'investissement dont je vous parle, où on parle de câbles, de convertisseurs et autres, qui sont demandés par d'autres. D'ailleurs, vous me voyez assez soulagé avec l'augmentation de capital aujourd'hui, mais il fallait aller vite parce que d'autres vont arriver derrière faire les mêmes et demandes, vont faire les mêmes demandes vers les mêmes investisseurs. Donc, quand je vous parlais de la Champions League des investisseurs, on est content de les avoir chez nous. Ça veut pas dire qu'ils n'iront pas chez d'autres, mais au moins, nous avons pu les sécuriser. Le danger eût été qu'on soit trop tard et qu'à ce moment-là, ils nous disent, écoutez, nous, on a déjà investi ailleurs, il n'y a plus de place pour Elia. Donc, il va falloir être intelligent dans le timing, il va falloir être assez proactif et rapide sur certains points, mais ne pas minimiser le défi derrière le défi financier, le défi HR et le défi fournisseur qui reste constant, ça c'est clair. Alors Bernard Gustin, vous êtes aussi donc CEO d'Elia Group, on le dit parce que c'est important, c'est-à-dire que vous n'êtes pas que le CEO de la branche belge. Je ne suis pas le CEO de la branche belge même, donc même pas du tout. J'en ai un qui est très bon et qui fait ça beaucoup mieux que moi. Donc ça veut dire que quelque part c'est aussi une spécificité d'Elia, ça veut dire que vous avez une dimension privée, vous avez une dimension internationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notamment vous avez une agilité peut-être qui vous permet d'engager pour permettre des opérations de consultance à l'étranger, d'avoir une dynamique qui est importante. Je crois que ça c'est vraiment la logique. Hein. On parle souvent d'Elia en Belgique, mais il y a Elia Group. Pas parce que ça concerne évidemment les consommateurs belges de près, mais voilà, un jour il faudra sans doute mieux expliquer la différence. Mais Elia Group a vocation et est un vrai groupe d'énergie international spécialisé dans la transmission d'électricité. Et donc, ça veut dire que d'abord, nous avons l'activité en Allemagne, qui est plus grande que l'activité en Belgique. Oui, aujourd'hui, l'Allemagne est quasiment 60% de notre... Et quoi, stratégiquement, c'est important d'avoir les deux? Alors, c'est très important d'avoir les deux, parce que d'abord, les deux sont extrêmement bien situés près des mers Baltiques et mer du Nord. Or, c'est là que le renouvelable va se chercher. On dit que ce seront les centrales électriques du futur. Voilà. Enfin, déjà maintenant, mais c'est, en plus, tout cas, là, ça va se passer. Ouais. Et vous savez, moi, j'ai une carrière dans le transport. Il y a une chose que j'ai appris dans le transport, et le transport d'énergie, c'est du transport... Le transport aérien, notamment, naval, oui. Mais ça veut dire qu'on ne bat jamais la géographie. Et nous sommes extrêmement bien placés auprès de la mer Baltique et auprès de la mer du Nord. Et ça, je crois que c'est deux points essentiels, parce que ça nous a aussi permis d'avoir une croissance importante. Ça veut dire aussi que quand il y a moins de croissance dans un pays ou l'autre, nous pouvons compenser. C'est pour ça qu'il faut aussi qu'on se développe à l'international, parce que le jour où il y aura plus de croissance en Belgique, il faut qu'il y ait d'autres géographies qui puissent se développer. C'est aussi important de pouvoir parler et de gérer plusieurs régulateurs. Si vous êtes dans les mains d'un seul ou dans les griffes d'un seul régulateur, il peut y avoir différentes évolutions, et donc ici, nous avons une gestion du risque en ayant plusieurs régulateurs, mais surtout d'un point de vue technologique, nous sommes dans deux marchés en croissance avec une compétence offshore qui est très très forte, notamment en Allemagne, une compétence petit pays, la Belgique, d'interconnexion qui est très très forte aussi. Vous mettez les deux ensemble et vous avez des réseaux offshore interconnectés entre différents pays, que nous sommes quasiment les seuls à pouvoir exploiter. Et donc, l'objectif, c'est comment pouvons-nous exploiter cette connaissance à l'international sans spécialement avoir de besoin de CAPEX, mais en vendant nos connaissances, nos spécificités. Et c'est notamment ce que nous faisons aux États-Unis. Oui, parce que j'allais dire, vous êtes là-bas aussi. Voilà, aux États-Unis, c'est une option qu'on a prise, qui est très prudente, mais où nous voyons aujourd'hui que, d'abord, sur l'offshore, il y a un vrai besoin, un peu mis de côté aujourd'hui avec l'administration Trump, mais un jour, ça reviendra, parce que les besoins en énergie sont tout aussi importants aux États-Unis qu'ailleurs, et le développement... Au-delà du drill. Au-delà du drill. Et vous savez, aujourd'hui, notre petite Belgique, avec 67 km de côte, elle a plus de capacité offshore que toute la côte est des États-Unis. Donc, un jour, on y reviendra. Mais surtout... Quel potentiel, du coup, hein. Voilà, la majorité de nos projets sont des projets onshore, donc de la transmission onshore courant continu pour alimenter des grandes villes comme New York et comme Chicago. Et là, il va y avoir un vrai besoin. Vous entendez aussi les data centers, parce que tout le monde voit l'aspect renouvelable, mais nous faisons du transport d'énergie. Et là, le réseau américain est aussi un réseau plus ancien et nous pouvons amener notre savoir-faire avec des partenaires locaux. Nous avons un partenaire local. Et l'idée, là, n'est pas de détenir des actifs, mais plutôt de les recycler, c'est-à-dire nous identifions l'actif, nous le développons, nous le construisons,
on le tient prêt et à ce moment-là, on le revend et on peut investir dans d'autres actifs, mais on espère pouvoir continuer à l'opérer. Parce que notre force, ce n'est pas notre capacité d'amener de l'argent, c'est notre force opérationnelle et technique. Et là, nous avons des gens de très très grande qualité. Donc ça veut dire qu'il y a un ancrage belge qui est important, et notamment pour l'autonomie stratégique et nos besoins énergétiques, et en même temps, malgré tout, une volonté plus globale. Il y a une volonté plus globale qui est nécessaire pour assurer la croissance à long terme, parce qu'un jour, les investissements seront réalisés dans nos deux géographies, parce que nous sommes au cœur d'une problématique sociétale majeure, que ce soit d'un point de vue climat ou d'un point de vue géostratégique. Et donc, nous avons développé une connaissance unique. Nous ne resterons pas les seuls à avoir cette connaissance, et donc nous devons vraiment pouvoir l'utiliser à l'international. Nous avons une société de consulting qui s'appelle Elia Grid International, EGI, qui est présente dans le monde entier. Elle a un rôle très important et elle a vocation à croître de façon forte parce qu'elle a une compétence technique unique. Elle vend ses services dans le monde entier, et pour nous, c'est la première qui comprend ce qui se passe en dehors de nos marchés et qui peut dire aux autres composantes d'Elia, peut-être qu'il faudrait aller voir dans ce marché-là. Et donc ça, c'est vraiment un écosystème qu'on essaye de mettre en place pour faire d'Elia un grand groupe international belge. On a quand même eu une grande tradition dans l'énergie dans le passé. Malheureusement, ouais. Oui, mais enfin, Philippe Baudson avait une véritable vision sur le sujet. Elle a malheureusement disparu, mais la compétence existe. Et notre chance, c'est que le cœur de la chaîne de valeur de l'énergie aujourd'hui, ce sont les réseaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande flexibilité de la production à cause du renouvelable. Alors qu'avant, une centrale, elle produisait, il suffisait de transporter. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de flexibilité. Et nous avons de l'autre côté de la chaîne de valeur des prosumers, vous et moi, avec notre voiture électrique, avec nos batteries, avec nos pompes à chaleur. Et donc, il faut avoir des réseaux beaucoup plus flexibles, proactifs, intelligents. Et donc, le réseau est devenu le cœur de la chaîne de valeur. Et coup de chance, nous avons gardé nos réseaux, nous sommes propriétaires de nos réseaux en Belgique et en Allemagne, et nous avons développé un savoir-faire unique que nous pouvons développer à l'international. Alors Bernard Gustin, vous êtes aussi un stratège dont on parle, j'allais dire souvent. Vous avez été dans le transport, vous l'avez dit, on a parlé de vous, alors j'en passe des meilleurs, mais il y a notamment Brussels Airlines que vous avez quand même contribué aussi à sauver. Maintenant l'INEAS que vous avez aussi reporté. C'est quoi votre moteur dans tout ça ? C'est justement, je ne veux pas dire que c'est des causes perdues, parce qu'en l'occurrence vous n'étiez pas perdus, mais vous savez, souvent, je prends toujours l'anecdote de Brussels Airlines au début, parce que j'ai eu la chance de faire le business plan initial, qui devrait fêter, et j'espère avec beaucoup de succès, je vois que ça fonctionne bien, et donc j'en suis très heureux, c'est 25 ans l'année prochaine. Quand on a fait le business plan en 2002, typiquement belge, la différence entre les optimistes et les pessimistes, c'est que les optimistes pensaient qu'on allait voler durant 6 mois, et les pessimistes se disaient ça ne va jamais marcher. Je suis quand même très très fier et content qu'avec les équipes, nous avons réussi à sortir la société de terre, parce que là c'était vraiment au tout début, il n'y avait plus rien, c'était la faillite. C'était dans les optimistes. Oui, plus. Oui, tout à fait. On a réussi à maintenir cette société, à la sortir de terre et à passer quand même des caps difficiles, parce qu'on a eu une année record en 2015. D'ailleurs, je pense qu'en termes de profit, il y a eu mieux maintenant, mais en termes de marge, ça reste la meilleure année de Brussels Airlines. Mais 6 mois après, on avait les attaques terroristes. Après mon temps, il y a eu le Covid, plein d'occasions qui auraient pu mettre fin à la société. Elle est là, je suis très heureux de voir qu'elle a des bons résultats. Mais vous savez, c'est cet impact, c'est de pouvoir se dire... C'est ancrage belge aussi. C'est ancrage belge. Alors également, et là on prend l'exemple de l'INEAS ou d'Elia, l'INEAS beaucoup plus petit, beaucoup plus compliqué, mais c'est un actif extrêmement stratégique. Si l'INEAS disparaît demain, et il y avait des gens qui disaient, bon, ça pourrait se faire, comme ça pourrait se faire pour la Sabena, on le regretterait bien vite, parce que nos ports seraient bloqués. Parce que le cluster pétrochimique d'Anvers ne pourrait pas sortir ses marchandises. Donc, outre l'aspect environnement, puisqu'un train égale 6 fois moins d'énergie et de CO2 qu'un camion, l'aspect mobilité et autres, on a un actif en Belgique et on le laisse aller. Et ça, je trouve que ce n'est pas normal. On a besoin d'un tissu de groupes industriels forts,
avec un ancrage belge fort, parce que la décision doit se prendre en Belgique. Et c'est ce que j'espère pouvoir contribuer à faire avec Elia. Donc, qu'est-ce qui me drive? C'est l'impact. Alors, il y a un autre sujet, c'est de travailler avec des gens super, et cet aspect d'équipe. Moi, je suis un sportif et j'aime bien plutôt les sports d'équipe. Et c'est vraiment de pouvoir rencontrer des gens et d'être dans ces aventures dont on a parlé. Je veux dire, le financement qu'on a fait maintenant, derrière la réussite, ça a été surtout une expérience humaine. En termes de team building, il n'y a pas mieux. Et je veux dire, c'est ça qui est vraiment agréable, c'est de pouvoir se dire, on a réussi, il y a un impact réel, mais en plus on l'a fait avec d'autres et on a des relations humaines. Et ça veut dire aussi que c'est un mélange de vision et de ténacité, c'est comme ça que vous le diriez, pour réussir des choses comme ça, parce qu'à un moment, il faut avoir l'envie de surmonter des montagnes quand même, non? Oui, mais enfin, bon, on n'a pas d'autre choix à ce moment-là. Quand vous êtes face au mur, je veux dire, je veux bien, mais à un moment, quand on se retrouve face à la problématique de financement qu'on avait, je veux dire, il faut faire réussir. Le message était très clair. Il y avait une certaine incertitude qui n'était pas justifiée, parce que les fondamentaux d'Elia restaient très très forts, mais le marché subjectif et qui disait, quels que soient vos résultats le 7 mars, vous feriez bien d'arriver avec un plan de financement bouclé. À ce moment-là, il faut le faire, et puis c'est tout. Je pense que s'asseoir et se dire que ça ne va pas aller, ça ne sert pas à grand-chose. C'est votre recette partout où vous êtes passé, c'est de se dire il faut s'asseoir et il faut le faire. Non, je pense que ma recette, c'est vraiment de m'entourer de gens de qualité. Et d'ailleurs, on garde le contact de société en société. Parfois, certains suivent d'ailleurs. Mon collègue Jan Dreymaker, par exemple, chez Brussels Airlines et l'INEAS. J'ai eu la chance, chez Elia, d'être président depuis 7 ans. Donc, j'avais la chance, dans un autre rôle, de connaître les équipes. J'ai travaillé jour et nuit avec les équipes d'Investor Relations, Marc Onyx, le CFO, et Catherine Vandenborg également. On était ensemble tout le temps, mais comme on se connaît et s'apprécie, c'est ça qui est agréable. Et ça, je pense que c'est la vraie recette, c'est d'avoir des gens qui ont aussi ce mindset et qu'on se dit, ensemble, on peut y arriver. Souvent, j'utilise, alors je ne sais pas si ça se traduit en français, la phrase de dire, tout le monde savait que c'était impossible, on n'était pas au courant, donc on l'a fait. Et je pense que on pourra un jour parler des péripéties du projet qu'on a eu maintenant, où on pourrait en écrire un livre, parce que c'est pas tous les jours qu'on lève 2,2 milliards sur la bourse de Bruxelles. Je veux dire, c'est la plus grosse opération depuis 10-15 ans. Alors, il y a des gens, esprit chagrin, qui disent « c'est beaucoup d'argent ». Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour l'économie belge qu'à la bourse de Bruxelles, on puisse lever ce genre de transactions et que ce soit une société belge qui le fasse. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques péripéties et c'est vraiment en équipe, quand on était face au mur, on se dit « maintenant, comment est-ce qu'on va trouver une solution ?» Et puis, on trouvait une solution, le mur suivant arrivait et on avance avec un résultat qui est positif. Comme on le dit pour l'équipe nationale de football, tous ensemble. Tous ensemble, voilà. Et aussi se dire que c'est pas parce qu'on est belge qu'on peut pas être champion du monde un jour. Vous l'avez compris, le CEO d'Elia Group mise sur l'électrification pour réussir la transition énergétique. Malgré une consommation d'énergie en baisse de 25% d'ici 2025, la demande en électricité augmentera fortement pour remplacer les énergies fossiles. Une évolution positive pour l'environnement et l'occasion de renforcer notre indépendance énergétique. Pour y parvenir, des investissements massifs seront nécessaires pour moderniser les infrastructures électriques en Belgique et en Allemagne avec un plan de 30 milliards d'euros sur 5 ans. Voilà qui conclut cet épisode. Je vous remercie d'avoir consacré un moment de votre dimanche à Z sur 7. Dès demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode avec l'info à ne pas manquer. Nous évoquerons les investissements nécessaires pour financer la défense belge avec Marc De Vos. Bon dimanche et à demain dans Z sur 7. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie, j'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.